Maintenant, je veux vous annoncer le premier panneau avec des perspectives de la base. Et nous avons vécu un changement dramatique et aussi nous avons exposé les inéquités au niveau des langues. Donc, nous allons vous introduire des exemples pratiques en 2019 et 2020, confirmant qu'il y a eu un déclin. Et ça a pris les restrictions de la pandémie pour permettre la mobilisation de toutes ces initiatives. Donc, ce panneau, je vais vous les introduire. Encore une fois, hashtag OLRC22, hashtag LAG22, hashtag GLAD22, hashtag Language Rights Matter. Le modérateur, c'est Grace Egan, c'est la directrice des services de langue et d'accès à la santé multiculturelle à Toronto. Elle travaille comme un interprète communautaire et elle s'occupe de plusieurs aspects. Elle fait de la formation pour les interprètes et le développement de plateformes et de la recherche. Elle fait partie, elle est co-directrice d'un panneau. Maintenant, Sophie Mohamed, c'est le directeur au Bangladesh, à Kitchener, depuis 2016, où il a continué à étudier du journalisme. Et en même temps, il a cofondé l'initiative Rohingya pour contribuer à la formation d'interprètes Rohingya et aux réfugiés dans tout le monde. Il est maintenant le directeur exécutif pour les défenseurs des droits des Rohingyas. Maintenant, il y a Martha, c'est un leader des secteurs de LGBTQ. Elle a travaillé en solidarité avec d'autres équipes depuis 2009. Elle est devenue et récemment, elle a joint comme gérant de l'engagement communautaire. Et elle est aussi dans les groupes de LGBTQ. Maintenant, nous avons Ginny Godfrey, gérant des services à la ville de Banff, et elle a aidé des clients d'autres depuis 2011 et des équipes de services communautaires. Et elle est subventionnée extérieurement par la MSCC. Et elle s'assure que les membres de la communauté puissent suivre. Et finalement, Erika Chang, gérant du Howard Society pour la région de York, elle a une éducation, un travail avec les enfants et la jeunesse et des services communautaires. Depuis plusieurs années, qu'elle partage son expérience dans le développement de programmes et travaille avec des gens avec des problèmes de développement. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous les membres du panel. Bonjour tout le monde. Je suis très excité d'être ici pour notre deuxième réunion. Donc, je répète tout ce que Nicole vient de dire. Nous allons explorer aujourd'hui plusieurs facettes de la défense des droits linguistiques. Et c'est très important de parler de ces problèmes parce que c'est le début de notre travail pour la défense des droits linguistiques. Donc, nous voulons reconnaître les barrières aux droits linguistiques des gens et quand c'est important de donner accès aux plusieurs langues. Nous continuons à lutter pour l'accès aux droits linguistiques et finalement, mais partout, quand nous parlons de droits linguistiques, nous parlons de droits humains. C'est un problème systémique. Donc maintenant, j'aimerais donner la parole aux membres
qui vont nous donner de l'information concernant les organisations au sein desquelles ils travaillent. Donc, si je peux l'envoyer à Chase Egan. OK, donc je vais vous partager durant quelques minutes pour vous montrer, vous parler de mon organisation et le travail que nous faisons et ce que nous avons fait depuis ces dernières années. Bon, merci Grace. Bonjour tout le monde. Merci de participer aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Donc, vous savez tous l'histoire des Rohingyas et des difficultés que nous avons à travers le monde. J'aimerais partager avec vous qu'il y a seulement à peu près 1000 Rohingyas, 650 dans la région de Waterloo. Les Rohingyas, ils sont au Canada depuis 2005 et depuis ce temps-là, les gens Rohingyas ils font face à plusieurs problèmes pour leur établissement ici au Canada. Depuis 2015, la communauté Rohingya est maintenant porté son attention au Canada avec leur appui du gouvernement canadien. Depuis que je suis arrivé en 2016, nous avons établi une organisation Rohingya et nous éduquons plusieurs organisations à différents niveaux du gouvernement, des NGO, dans le réseau à but non lucratif. Et récemment, nous avons établi un centre communautaire Rohingya qui est aussi ouvert à d'autres parce que je peux vous dire que c'est une communauté très jeune et qu'ils sont établis et ont besoin de support d'autres organisations. Donc, nous voulons aider la communauté à pouvoir s'aider elle-même. Et quelques-uns des jeunes au Canada, ils sont établis, incluant moi-même. Et nous faisons notre mieux pour donner une opportunité aux membres de la communauté de ne pas se sentir isolés au sein de la société. Donc, c'est ça que nous essayons de faire. Donc, et c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Safe. Donc, nous ne pensons pas nécessairement aux jeunes quand on parle de droit linguistique. Et merci d'en avoir parlé. Maintenant, Jenny. Bon, je m'appelle Martha, est-ce que vous avez vu? Je travaille en solidarité depuis que j'ai débuté ma carrière en Angleterre. Mais ici au Canada, depuis 6 ou 7 ans, je travaille spécifiquement avec des nouveaux arrivés et dans les centres communautaires où nous nous engageons au centre communautaire au centre-ville de Toronto. Ce n'est pas une charité. Nous sommes commis à fournir des services aux gens LGBTQ qui a été établi en 1976, donc ça fait longtemps. Et c'est un modèle qui nous essayons de faire une différence dans la vie des gens. En termes de services, nous donnons des services, nous donnons de la formation, de l'éducation à plusieurs individus et à plusieurs sous-sections de la communauté. Donc, nous travaillons avec plusieurs organismes à but non lucratif et d'autres individus partout dans la ville de Toronto. Et nous avons un département d'éducation et de formation où nous essayons
d'établir des priorités et identifier des problèmes dans les communautés et, et nous essayons de donner de l'espace aux gens pour que le changement puisse arriver, surtout dans les communautés LGBTQ à Toronto et partout au Canada. Je suis aussi impliqué dans une coalition nationale de plusieurs organisations LGBTQ où nous voulons promouvoir des changements systématiques partout au pays. Et le but final, c'est de créer un environnement plus confortable pour les gens LGBTQ. Et nous donnons de la formation pour contrer l'oppression. Et c'est ça que je fais. Puis je suis heureux d'être ici aujourd'hui, de pouvoir vous aider. Merci, Martha. Et une autre chose, donc, je voulais souligner les efforts que nous faisons et comment est-ce que nous allons tous travailler ensemble aujourd'hui. Maintenant, Ginny, absolument. Merci de m'avoir ici aujourd'hui. Je viens de Banff, qui est un peu froide ce matin. Je m'appelle Ginny Godfrey et je fais partie d'une communauté de 9 personnes. Et depuis cette introduction, notre service a grandi. Nous sommes maintenant 11 et nous avons débuté nos services en 2011 et nous développons des services pour appuyer les résidents de la communauté depuis ce temps-là. Nous sommes subsidiés par Réfugiés et Immigration Canada. Donc, ça inclut de l'évaluation de besoins, d'autres évaluations de services d'orientation. Nous avons aussi des services aux écoles où nous travaillons directement avec les étudiants et nous livrons aussi des services de connexion avec les communautés. Donc, nous donnons des services de famille aux clients, des services à la jeunesse. Donc, nous travaillons directement avec nos clients, mais nous travaillons aussi avec des agences qui s'occupent de ces problèmes, de façon à ce que les besoins soient mieux supportés par ces organisations. Et ce qui nous permet de bénéficier des talents et d'améliorer nos services aux communautés nées ailleurs qu'au Canada. Donc, nous donnons des services d'interprétation et de traduction. Et tandis que nous ne livrons pas ces services directement, nous nous avons des collaborateurs qui les donnent. Maintenant, dans la ville de Banff, nous sommes intégrés dans la municipalité de façon à livrer nos services aux autres départements et de façon à ce qu'eux aussi puissent donner de meilleurs services. Et je suis très heureuse d'être ici, de vous voir aujourd'hui, de vous parler des services que nous fournissons. Et quand vous parlez de Banff, vous pensez pas toujours et nécessairement aux questions d'immigration. Nous ne voyons pas Banff comme étant un centre d'immigration important, mais les membres de notre communauté qui sont nés ailleurs, nous essayons de leur donner des opportunités économiques et aussi les travailleurs étrangers que nous avons ici, nous les aidons à faire la transition. Donc 40% de notre communauté sont nés ailleurs qu'au Canada.
Et nous avons une communauté très diverse. Nos services, même si nous sommes intégrés dans la communauté de Banff, nous travaillons avec la communauté avoisinante et nous donnons des services partout dans la communauté, dans notre région. Et pendant que nous donnons des services d'intégration, nous les livrons aussi des services confidentiels aux travailleurs étrangers et nous avons un partenariat avec, pour les immigrants où nous assurons que l'intégration nous assurons que les membres de notre communauté soient bien intégrés et soient bien supportés. Nous avons un spectrum très large de support dans leur journée d'immigration. Donc, merci de m'avoir invité aujourd'hui et je m'attends à avoir une bonne discussion. Merci, Ginny. Donc, une chose que nous entendons beaucoup, c'est la mobilisation linguistique et de partager. Donc, les organisations de base, ils s'adressent non seulement aux questions de la communauté, mais aussi l'intégration d'autres organisations. Elles ne sont pas toujours isolées. Donc, elles sont intégrées. Comment est-ce que nous pouvons partager les leçons que nous avons apprises et partager les meilleures pratiques de façon à ce qu'elles puissent devenir un fonctionnement systémique. Merci. Bonjour tout le monde. Nous sommes une agence à but non lucratif dans la région de York et nous travaillons avec les individus et leurs familles et nous sommes très impliqués dans le système criminel canadien et nous donnons des services d'emploi, éducation, relations, stabilité du logement. Si nous ajoutons un autre niveau, les problèmes de langue peuvent exacerber ces problèmes. Le système criminel canadien est déjà surchargé avec des problèmes. Maintenant, imaginez-vous que vous avez de plus un problème de communication au niveau de la langue. Donc, ces problèmes sont facilement augmentés. Donc, un des clients dans notre programme, nous avons besoin de support financier. Nous avons réalisé que ça serait important de le faire, puis d'élargir nos champs dans d'autres services. Nous livrons certains de nos programmes sans aucune subvention. Puis souvent, les budgets sont insuffisants, puis ce qui nous difficulte l'acquisition d'interprètes. Donc, nous voulons rendre les communautés plus sécuritaires et faciliter leur intégration. Quand nous avons des problèmes, quand nos clients ont besoin de services linguistiques, on veut leur donner les mêmes opportunités pour avoir la même chance de succès. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et de participer à ce panneau et de voir comment est-ce que nous pouvons avancer pour défendre les droits d'accès à la langue. Donc, merci d'avoir touché que la langue n'affecte pas seulement un seul type de service, mais qu'il y a des fois un effet en cascade quand il y a plusieurs problèmes un client fait face. Donc maintenant, je vous amène à la première question. Quand nous parlons de droit linguistique, un des objectifs, et nous les avons tous de mémoire, c'est de s'assurer que tout le monde a le même accès à l'information dépendamment de sa langue. Donc, avec cela dans notre esprit, je vous demande de réfléchir spécifiquement dans les 2 dernières années et même avant, c'est quoi les défis qui ont à voir avec les langues que vous avez vus et quel impact est-ce qu'ils ont eu d'une façon immédiate et aussi au-delà de ça que vous avez vu. Donc, si vous pouvez débuter encore, peut-être on peut commencer avec Safe.
Merci. Pour moi, en ce qui concerne les populations Rohingyas, depuis 2006, la communauté est devenue une des communautés qui grandit le plus vite en Ontario, entre la Colombie-Britannique et l'Ontario. Depuis ce temps-là, le plus grand problème que nous avons vécu, c'est l'intégration à la vie canadienne. Au Canada, les barrières linguistiques pour la communauté linguiga font qu'ils se sentent isolés et où les gens ils se sentent sans espoir. Et donc, dans leurs problèmes d'éducation, de services de garde, les accès aux langues, ça élimine pas les problèmes, mais les services de santé communauté et accès aux services du gouvernement ont besoin d'interprètes certifiés et il n'y en a pas un nombre suffisant au Canada. Donc, c'est réellement étrange. Donc, ces services, nous voyons obligés à utiliser des interprètes qui ne sont pas certifiés. Donc, les gens qui sont bengali et qui font l'interprétation. Parce que ce n'est pas facile à rentrer dans ce champ de travail. Puis, les programmes de formation ne sont pas toujours disponibles en Ontario. Mais malheureusement, les difficultés pour faire les tests existent toujours. Donc, la communauté Rohingya en dehors du Canada, ils ont des préoccupations qui sont différentes et d'accès à d'autres agences. Par exemple, l'MCIS, avec qui nous travaillons maintenant, ça aiderait si nous avons des interprètes Rohingyas qui sont accrédités puis certifiés. Donc, qui pourraient aider à souhaiter la bienvenue aux nouvelles arrivants Rohingyas. Donc, les entrants de plusieurs communautés, de plusieurs pays à l'extérieur, l'interprétation Rohingya, c'est une façon de créer un nouveau Canada. Donc, l'interprétation Rohingya est là de façon à reconnaître l'existence de leur langue. Puis, en tant que réfugiés, nous faisons notre partie pour les intégrer en donnant des cours d'anglais et de faciliter l'accès aux plusieurs agences qui donnent des accès au peuple Rohingya et de dépasser les barrières de la langue. Donc, nous avons des barrières éducationnelles, économiques, sociales. Et dans la pratique, il y a plus que ça. Et nous travaillons de façon à casser ces barrières. Merci. Merci, Safe. Maintenant, le manque d'interprètes certifiés, c'est un problème important, puis merci de l'avoir soulevé. Qui aimerait maintenant répondre ensuite? OK. Erika? OK. Oui, c'est Jeannie. J'aimerais... Il y a deux sources qui me viennent à l'esprit, qui sont vitales. Le support financier du gouvernement pour la COVID. Donc, tous les deux ils ont eu des défis importants avec des conséquences importantes qui n'ont pas été bien compris ici à Banff. Approximativement 80% de notre communauté ont perdu leur emploi au début de la COVID. Donc, il y a eu un impact très important dans la communauté. Donc, d'avoir accès au support du gouvernement, c'était un effort critique.
cette information a été fournie dans les langues officielles, mais malheureusement, nos clients avaient besoin de cette information dans leur langue première. Donc, c'était difficile de leur donner l'appui financier. Et donc, souvent, la langue, ça a rajouté un niveau de difficulté. Donc, la plupart de notre communauté née à l'étranger n'avait pas les habiletés linguistiques nécessaires. Donc, l'assistance a été retardée. Donc, ça a pris des mois pour réussir à résoudre ces difficultés. Et le résultat, c'est que nos clients ont eu des conséquences dévastatrices. Et quand nous pensons à la COVID-19, l'information de santé, c'était aussi très importante de façon à maintenir la communauté, la famille en sécurité. Et 70, 80 ou 90%, souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, quelques-uns de nos clients, ils arrivaient de leur pays d'origine, ils arrivaient à l'aéroport, et tout de suite, ils tombaient dans la COVID. Donc, il fallait faire des tests, on leur donnait des documents et de l'information concernant la quarantaine, qui était souvent obligatoire, et aussi les procédures à suivre pour que le test puisse être fait au bout de 10 jours. Donc, on leur donnait aussi des kits de test, mais cette information était exclusivement en anglais. Donc, ça, c'était des clients réfugiés qui avaient souvent des difficultés. Donc, mais il y avait pas de traduction, d'interprétation qui était fournie. Donc, ça voulait dire qu'il y avait des amis, des travailleurs qui les aidaient à leur expliquer ce qu'il fallait faire dans les prochains 14 jours. Mais ce qui est arrivé, c'est que pour bien de nos clients, à la 10e journée, ils quittaient la quarantaine, puis ils allaient chercher des tests de COVID. Ils savaient qu'il fallait qu'ils le fassent, mais ils ne comprenaient pas qu'ils devraient le faire dans la quarantaine. Donc, ils quittaient pour aller aux pharmacies, aux hôpitaux, pour faire ces tests-là. Mais ils n'avaient pas compris la bonne façon de le faire. Donc, quand nous parlions avec nos clients concernant ces événements et nous avons compris l'histoire, nous avons réalisé qu'ils avaient pris de l'information au courant des derniers mois, même avant qu'ils arrivent au Canada, ils avaient pris de l'information des sources qui leur étaient disponibles, donc la famille, mais il n'y était pas des ressources officielles qui n'étaient pas souvent pas exactes. Et donc, quand nous avons expliqué le système, comment est-ce qu'ils étaient supposés de faire les choses, nous avons appris que le kit qu'on leur avait donné pour faire le test au bout de 10 jours, ils pensaient que c'était un cadeau qu'on leur avait donné à leur arrivée à l'aéroport. Donc, même s'ils avaient les meilleures intentions de rester en sécurité, il n'y avait pas assez d'informations pour leur montrer comment le faire. Donc, ils se sont mis à risque, aussi bien qu'ils ont mis la communauté à risque. Donc, l'accès à l'appui dans leur première langue, c'est un appui qui est critique. Merci, Ginny. Donc, c'est quelque chose qui a été donc de la formation qui est destinée au public. Donc, nous devons nous assurer que cette information atteint effectivement le public. Donc, où est-ce qu'ils sont les difficultés, les trous et comment les adresser. Donc, maintenant, Marthe, est-ce que tu as eu des difficultés durant les derniers 24 mois?
Oui, j'ai jamais imaginé que nos services puissent être livrés d'une façon virtuelle. Donc, mais comme tout le monde, nous avons transitionné dans le mode digital en mars 2020, mais les coûts et les fournisseurs de services, il y a eu une période intérimaire où des gens ont été coupés. Donc, les gens qui avaient besoin d'interprètes, souvent, c'était le dernier groupe qui était notifié ou qui recevait de l'information. De la même façon que Ginny a mentionné, donc ça les empêchait de bien comprendre l'information qui était distribuée dans la communauté. En tant que fournisseur de services, nous avons dû nous assurer que notre information était bien distribuée dans les demandes de services sociaux, aussi bien que des individus qui ne savaient pas les changements aux procédures qui étaient en train d'être mis sur place. Donc maintenant, l'utilisation de Zoom, ça a aussi posé des difficultés des gens qui n'étaient pas familiers avec ces questions numériques. Donc, il a fallu leur expliquer cette technologie. Nous avons besoin d'interprètes. Nous prenons pour acquis maintenant, parce que nous sommes sur Zoom à tous les jours, mais il faudrait leur expliquer, assure-toi d'allumer les microphones et de s'assurer que les gens le comprenaient et qu'ils étaient confortables avec les procédures de façon à ce qu'ils puissent avoir accès aux services dont ils avaient besoin. Maintenant, tu me fais réfléchir qu'il faut ajouter une nouvelle phrase, un nouveau mot, c'est d'avoir de l'accès, mais c'est avoir de l'accès qui est équitable en même temps. Donc, équitable, nous savons, ça ne veut pas dire égal, mais c'est ça, c'est important. On peut... Donc, maintenant, Martha? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Les barrières à la langue affectent tous les services dans la communauté. Ça affecte la vitesse des services multilingues qui sont fournis. Et les services qui sont fournis c'est souvent confus quand la traduction est difficile. Donc ça a posé des difficultés. Et donc, oui, la Cour pour les réfugiés, pour ceux qui sont dans le processus de passer au travers des processus d'immigration, ces systèmes sont en délai dû à COVID et comme plusieurs autres choses. Et ces délais ont causé beaucoup de distractions, bien sûr, de stress et étaient composés, multipliés lorsque les gens ne comprenaient pas pourquoi tous ces délais étaient. Et donc, ça a causé des problèmes. Et donc, quelque chose que je crois qui a vraiment été continu depuis pré-pandémie, qui s'est rempiré. Et c'est l'information pour les résidences. C'est une partie importante de se sentir en sécurité dans un parcours d'immigration et surtout dans nos centres. C'est difficile. Bon, il y a des gens qui ne sont pas corrects, qui prennent avantage de la confusion pour leurs bienfaits et on a vu plusieurs nouvelles personnes qui sont arrivées avec des barrières des langues qui ont été exploitées par les propriétaires parce qu'ils ne comprennent pas les systèmes qui sont en place, les lois et toutes ces sortes de choses. Et cette information n'est pas accessible dans leur langue ou leur langue confortable. Donc, oui, la numérisation est vraiment importante et cette couche de plus de distance, ce téléphone, vidéo, interprétation créée entre les différents pourvoyeurs de services, c'est vraiment, ça rajoute à la possibilité de la manque de communication, les manques de compréhension et la confusion. De comprendre l'information qui parle de sécurité
pour les gens. Donc, je crois que définitivement, on commence à avoir une image assez claire du modèle ici. Des droits des langues sont au centre d'avoir accès à tous nos autres droits et services. Ça va toucher sur la sécurité, la nourriture, le logement, l'impact d'avoir les inégalités dans un système légal. C'est tout interrelié et la langue est définitivement au milieu de cette roue. Donc, pour la deuxième question maintenant, avant reconnu l'importance de la langue et chacune de vos organisations a pris des pas pour améliorer l'engagement et de créer un pont avec les services qu'elles offrent. Quelques-unes ont eu des bienfaits inattendus au-delà de ce qu'on l'intention était. Et donc, si on peut partager une action particulière que vous avez prise, que d'autres peuvent utiliser comme une meilleure pratique ou une place pour commencer avec leur accès aux langues. Et donc, Jenny, je t'avais en tête pour débuter avec cette question. Absolument. Donc, pour moi, c'était le langage. La ville de Banff a reconnu et veulent supporter les résidents immigrés. Et donc, la ville au complet est responsable de souhaiter la bienvenue au nouveau. Donc, on a une initiative qu'on appelle l'intégration municipale qui va supporter nos invités nouvellement arrivés au pays. Et pour supporter ces nouveaux immigrants, ce n'est pas exclusif avec nos équipes, mais la première étape, c'est en langage simple, toute communication est avec cette lentille, de s'assurer que la communication soit facilement comprise et ça devient de plus en plus accessible pour nous tous. Et oui, définitivement, ça nous supporte pour les communautés qui viennent de l'étranger, mais ça supporte aussi les communautés au complet parce que les notes de lecture partout au Canada est entre le 7e et le 8e année de compréhension de lecture. Donc, quand ils voient des lignes maîtresses simples, on supporte l'accès pour toute la communauté. L'interprétation, la traduction dans leur première langue, c'est encore vital, c'est important, mais on évite certains scénarios que nous expérimentons. Des choses comme lorsque on voulait que les communautés aient une rétroaction d'informations et d'avoir une maison ouverte si on veut, et les membres de la communauté ont reçu et ils ont demandé quelle présentation. Le département de récréation aussi ont offert des essais de ski de fond. Certains candidats qui demandaient de quel pays qui ont dû faire du ski. Même si les messages qui sont plus simples pour inviter les communautés n'atterrissaient pas bien. Donc, un langage simple, c'est faisable, c'est efficace, c'est vraiment facile de mettre en œuvre, n'exige pas un grand budget. Souvent, il y a des formations fédérales qui sont disponibles, qui sont accessibles et faciles à initier. Donc, c'est une première étape. Là, ça a un impact significatif pour améliorer l'accès aux services. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut embarquer sur des bons points de départ? Donc, on était vraiment chanceux d'avoir une équipe multilingue et de suggérer ça avec la connaissance que nous avons, ça comme un bienfait de notre organisation. C'est quelque chose qui est vraiment un beau projet parce qu'on a commencé à avoir des langues non officielles dans certains groupes. Et ce que nous avons vu, c'était premièrement vraiment une présence accrue pour certains groupes de langues particulières et dirigés par un membre arabe de notre département. Et on va avoir une expansion de ce modèle pour avoir des volontaires qui vont diriger ces groupes et
pour donner un espace aussi où on est heureux de pouvoir donner un espace à ces groupes ou ce groupe de communauté, de membres de cette communauté. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une appropriation du groupe, si on veut, qui se passe. Ce n'est pas juste comme l'utilisateur des services ou le pourvoyeur des services, mais c'est un groupe communautaire. Et la communauté sent une appartenance à ce groupe et des suggestions sont reçues et de se donner un aux autres un espace pour pouvoir se ressourcer et pouvoir pour des réseaux particulièrement pour LGBTQ ou des gens qui sont déplacés, des gens qui arrivent au pays, qui sont isolés sans accès aux communautés. Pour avoir accès à leur diaspora à l'intérieur du Canada. Donc, avoir ces espaces où il y a un certain niveau de confort et de compréhension d'une langue partagée, c'est un réconfort où les gens peuvent partager leurs points et de se défendre un et l'autre dans un espace où il y a des gens qui sont là, qui ont une compréhension du système, le système de santé, etc., et peuvent donner des informations complexes lorsque le besoin se fait sentir. Et le but, va très bien et d'arriver avec des idées pour inviter les gens à arriver à partager dans leur langue de préférence sur un sujet particulier comme le bien-être et la santé. Et donc, c'est une petite chose, mais qui est vraiment de donner un espace pour que les gens puissent croître dans leur propre réseau, leur propre groupe. Donc, c'est des très bels exemples. Merci. OK, Erica. Oui, je peux faire un commentaire sur ça, bien sûr. Je crois que d'être conscient de les communautés que nous servons, c'est vital. Dans les dernières années, nous avons travaillé pour améliorer nos collections de données dans la communauté. On s'assure de venir d'une lentille antiraciste pour mieux identifier les langues qui en soi va augmenter la qualité et l'intégrité du programme que nous pouvons livrer aux clients. Si je dis au personnel, on a travaillé pour des gens différents, il y en a qui savent ici que ces gens, le peuple qui ont perdu leur langue depuis plus de 50 ans, leur culture et tout. Ils sont éloignés de leur pays depuis plus de 60 ans. C'est difficile d'apporter ces morceaux de casse-tête manquantes. Et d'être au Canada, c'est un autre problème pour nous parce que toutes les agences qui travaillent avec différents groupes et qui viennent de différents pays, ils ont leur langue, même s'ils ne parlent pas anglais, mais la communauté dont je fais partie, cette langue n'est pas reconnue dans le système des langues canadiennes. Et donc, les premières étapes que nous avons prises, je dois remercier mes amis, Zaffer, qui a approché MCIS et il est venu, il est le premier à passer du temps et son argent pour aider les communautés. Et donc, on avait une bonne connexion avec MCIS et pour nous aider à avoir des bourses pour aider les gens et d'avoir des interprètes et d'avoir des formations dans les langues. Ce n'est pas assez pour notre communauté au Canada. Nous devons passer au travers d'un système CELISAT et ensuite nous allons être reconnus comme une langue parce que dans notre communauté, il y a tellement de gens qui ont fait face depuis 5 ans, 6 ans parce qu'ils n'ont pas d'interprète dans leur langue. Donc, la première étape, on est arrivé avec 10 jeunes gens pour passer au travers de MCIS et une bourse pour compléter cet examen, ce test et un test CELISAT. Ensuite, on peut penser à aider les communautés et de briser les barrières des langues au Canada.
Merci. Donc, par accident, lorsque les quatre vous étiez en train de parler, je prenais des notes et les abréviations de PL est arrivé pour tous ces items dans la trousse d'outils. L'idée de diriger par les homologues, lorsqu'on crée nos programmes, on conçoit ces programmes. Donc, imaginons que peer-led ou dirigé par les pairs ou les homologues PL pour langage pur, c'est bénéfique pour nous tous. Un autre item dans notre tous d'outils. Pour Erica qui a mentionné la collecte de données, c'est à propos de capturer les langues préférées. Et donc, un autre PL, Preferred Language, langue préférée. Donc, la formation des langues, de construire cette capacité de préserver des langues. Donc, si vous me connaissez, j'aime les acronymes et les abréviations. Donc, je parle aux trousses de PL. Et on a 4 points de départ qui sont vraiment intéressants pour ceux qui peuvent faire pour commencer ou de continuer à progresser dans cet espace. OK. Donc, je regarde le temps maintenant. OK. Une chose que tout le monde a mentionnée a été alentour de l'interprétation des langues. Et donc, c'est un système de support que chaque organisation a pu avoir accès parce qu'il y a des fonds dédiés ou il y a eu des partenaires généreux qui vous ont permis d'avoir accès à ces services. Donc, si on parle particulièrement sur cet outil, que direz-vous sont les avantages que vous avez vus immédiatement lorsque vous avez accès à l'interprétation professionnelle? Veux-tu commencer sur celle-là, Martha? Oui, bien sûr. On est vraiment heureux de faire partie de MCIS dans les dernières années pour donner de l'interprétation et de la traduction. Les bienfaits sont gigantesques et quasiment indescriptibles depuis le début de les connexions avec nous pour les gens qui n'ont pas une langue officielle, comme nous sommes informés. Nous avons des formulaires de consentement pour partager avec les gens lorsqu'ils ont accès à nos services au travers de accès à la traduction et l'interprétation de plusieurs langues. Dès le premier contact, les gens peuvent voir dans quoi ils s'embarquent vraiment en termes d'accès, de support de nous et à quoi ils peuvent s'attendre ou ce qu'ils devraient être conscients lorsqu'ils s'engagent dans cette relation. Et ça va à toutes les parties de comment nous travaillons et ce qu'on fait pour supporter les gens. L'interprétation est utilisée par nos cliniques légales, utilisée par nos programmes de check-in, surtout durant la pandémie. Ça a été vraiment indispensable pour les communautés marginalisées, particulièrement les gens trans de couleur et d'autres adultes dans notre communauté qui rentraient pour interagir dans des espaces sociaux et recevoir de la nourriture et aussi d'autres choses sur une base régulière. Et soudainement, ont été coupés de cette communauté de connexion. Et donc, d'avoir cette interprétation, on veut pour les connexions sociales, d'avoir des homologues, d'avoir des pairs, des individus qui donnent l'appel, qui font une vérification de façon hebdomadaire pour s'assurer d'avoir qu'ils ont les choses qu'ils ont besoin, la nourriture, et d'avoir un petit peu d'une discussion, une interaction avec quelqu'un avec qui ils peuvent comprendre, même s'ils parlent au travers d'un interprète. Et donc, d'avoir accès au conseil légal sur la loi et sur l'habitation et les choses qui a trait au changement des genres aussi. Donc, des choses vitales qui vont permettre les gens de s'engager dans des systèmes et de protéger leurs propres droits et leur sécurité. On utilise l'interprétation pour ça aussi. Et il y a d'autres ouvriers qui vont aider des gens au travail des planifications d'installation vont les brancher avec les avocats, les soins de santé, les centres d'emploi et toute une grande gamme de choses dont ils ont accès maintenant. Et c'était vraiment magique parce qu'on a pu aider, supporter tellement de gens
d'une façon très utile et riche. Si on ne peut pas comprendre l'information que quelqu'un partage, donc on ne peut pas l'utiliser de façon correcte. On ne peut pas consentir à utiliser. Tu ne peux pas vraiment consentir à qu'il travaille pour votre défense et de vous connecter, de vous donner des références adéquates. Elle ne fonctionne pas si la personne n'est pas assujettie à un support ou ne comprend pas correctement. Et même si ça, c'est mineur comme manque de communication, de manque de compréhension, ça peut avoir des grandes implications. Donc, d'avoir accès à cela a été vraiment merveilleux et très précieux. Merci. Oui, je serai bref pour ça aussi. Je suis d'accord avec ce que Martha vient de mentionner. Donc, c'est très bon d'avoir accès à ces interprètes professionnels et des langagers professionnels. Donc, par exemple, comme vous voyez le bénéfice d'avoir des interprètes professionnels dans notre communauté, et comme j'ai mentionné, les gens qui ont attendu 15 ans pour avoir une licence de conduite. Imaginez attendre plus de 15 ans à cause de la barrière des langues. Depuis toutes ces années, ils ont attendu pour même avoir un emploi à cause de la langue. C'était problématique. Ils avaient honte d'eux-mêmes d'aller de travailler en Ontario. Et donc, ils ont honte des membres de la communauté. Et donc, maintenant, d'avoir des interprètes professionnels dans notre communauté, premièrement, on aide notre communauté, mais aussi, on est en position d'aider les soignants. On peut donner les services plus facilement qui n'arrivaient pas il y a 15 ans, 5 ans, même il y a 2 ans. Donc, c'est un grand avantage. Je n'irai pas trop loin par manque de temps, mais merci d'avoir mentionné cette question. Donc, si je peux rentrer, de toucher sur quelque chose qui est vraiment critique lorsqu'on parle de le support langagé. Est-ce qu'on a besoin d'un interprète? Ce n'est pas simplement la personne qui a une compréhension limitée de la langue, mais nous, en tant que de gens qui donnent des services, on a besoin d'avoir accès à ces langues aussi. C'est de supporter les soignants, les gens qui offrent ces services. Et si nous, ensemble, je crois qu'on va arriver au point de façon plus claire et plus simple. Oui, je vais sauter ici. Je veux aussi affirmer ce qui a été dit. Pourquoi les services professionnels sont importants? Je dirais 2 mots, que la confidentialité et la précision. Nous avons besoin, que nos clients ont besoin de prendre des décisions informées et ça exige de l'information. Des services professionnels assurent cette précision d'information et ça maintient la confidentialité. Donc, les amis, la famille, les volontaires, des banques de volontaires peuvent donner la confidentialité et l'aide, mais ne peuvent pas nécessairement leur donner la précision qui est exigée. Donc, équitable, l'accès équitable aux informations des services qui sont à risque si on n'a pas ces professionnels en place qui sont disponibles pour la clientèle et pour les gens qui donnent ou offrent ces services. Erica? Oui, je crois que lorsqu'on pense à l'aspect humain, ça veut dire que nos clients peuvent maintenir leur dignité tout en ayant accès aux services. Les clients aussi vont expérimenter l'embarras, la honte lorsqu'ils doivent avoir accès à des services après avoir été impliqués avec le système de justice, ne sachant pas comment parler la langue primaire. Ça contribue à cet embarras et cette honte est de façon semblable à ce que Martha a mentionné. Quand ils ont accès aux interprètes professionnels, ils peuvent devenir confortables avec le processus. Ils ont cette opportunité de comprendre totalement et consentir dans ce qu'ils vont, dans laquelle ils vont participer et ils vont recevoir de nos agences. Et du point de vue de service, de livraison des services, nous avons pu toucher plus de gens. Et lorsqu'on considère les gens impliqués dans le système de justice, ça veut dire qu'on a pu aider plus de gens à faire des changements positifs et avancer dans leur vie. En étant capable de compléter les programmes avec nous,
non seulement qui ont eu les mêmes opportunités pour amener les outils, les ressources comme nos contreparties anglophones, mais aussi pour d'autres, ça veut dire qu'ils peuvent se réunir avec des bien-aimés, d'éviter les complications avec les statuts d'immigration ou même maintenir un rendez-vous. Encore une fois, beaucoup de choses que ceux qui prennent pour, les anglophones prennent pour acquis. L'interprète donne accès et aide à mitiger ces problèmes pour certaines personnes. Donc, je crois qu'on regarde le temps. Je crois qu'on a le temps pour une autre question. Donc, j'étais pour demander, qu'est-ce que vous pourriez rajouter au cas pour les droits de l'accès aux langues? Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour invoquer nos créateurs de politique et nos leaders? Ou est-ce qu'on a besoin de parler ou questionner? Ou est-ce qu'il y avait une question que tu veux qu'on demande? Donc, on a du temps maintenant de faire le tour. Donc, soit comment est-ce que ce système, mais quels appels aux actions, aux leaders, aux créateurs des politiques? Prenez le micro simplement et posez votre propre question, si vous voulez. Est-ce que tu veux, Erica, répondre? Oui, je crois qu'à grande échelle, on a besoin de regarder l'accès à la langue comme un accommodement raisonnable, comme on fait avec d'autres choses. On peut dire qu'on a besoin des politiques en place pour avoir accès aux différents services, mais ensuite, on a besoin de prendre un pas de plus pour assurer que la durabilité et que ce soit permissible. Pas tous les gens peuvent se permettre à un interprète eux-mêmes. Donc, on a besoin de déterminer comment ces individus vont être supportés ou appuyés. Les organisations qui donnent des services n'ont pas toujours les fonds disponibles pour porter les frais associés pour avoir des interprètes professionnels, des compagnies d'offres de langue. Et certaines compagnies sont des organisations à but non lucratif car ils ont leurs propres limites de budget. Et donc, on voit ce cycle de limites en place. Et pour nous, avec nos clients, lorsqu'ils sont arrivés en cours et on leur donne des interprètes à ce point. Par contre, une fois qu'ils quittent la cour et qu'ils sont à eux-mêmes, ils sont laissés à eux-mêmes pour naviguer des systèmes qui ne sont pas familiers. Si le but de notre système est de réintégrer les gens. Donc, il y a besoin d'avoir un effort concentré pour donner aux gens un accès aux langues durant leur parcours de réintégration. Et je sais que pour plusieurs d'entre nous, dans nos différents secteurs, nous sommes engagés dans ce mouvement d'être antiracistes et anti-oppressifs. Pour moi, c'est d'assurer que l'accès aux langues pour les individus qui l'exigent, c'est un pas dans la bonne direction. Merci. Merci d'amener ça, une compréhension plus large, une accessibilité pour eux. Donc, je veux rentrer ici rapidement aussi. Merci, Erica. Je crois que lorsque tu parles de la durabilité ou la profitabilité, certainement, il y a des services critiques qui sont exigés et ces services exigent de l'interprétation. Et certainement, c'est un défi de subventionner tout ce qui est nécessaire. Donc, quand on parle de cette durabilité et le coût, donc, on a vu du succès avec des services d'interprétation centralisés pour le champ médical, disons, qui a pu avoir accès à un système centralisé et donc de supporter un système centralisé d'interprétation et de permettre ces services gouvernementaux de se brancher et ça sera bénéfique pour tous. Ce n'est pas, c'est un peu comme les services que MCIS ont donnés depuis les dernières années, de permettre aux organisations de se brancher dans ces services professionnels, mais de le faire à plus grande échelle et d'assurer que tout le monde y a accès
aux services d'interprétation pour ces services critiques qui ont besoin des services gouvernementaux, par exemple, et de pouvoir supporter un système centralisé d'interprétation. Ça serait vraiment bénéfique pour les communautés au complet. Merci. Donc, oui, le financement pour l'interprétation, je crois qu'on a vu dans les dernières années, c'est impératif. Ça a besoin d'arriver particulièrement pour l'accès aux services. Ça devrait faire partie de tout genre de bureau gouvernemental et toutes sortes de subventions. On a besoin d'avoir accès à l'interprétation professionnelle et traduction professionnelle. Et je voulais rajouter finalement qu'il y a besoin d'avoir un effort cohérent. Je sais que MCIS fait des efforts dans cette direction pour assurer que l'interprétation des services de ceux qui vont fournir ces cerveaux dans ce réseau ont eu une formation adéquate pour les individus LGBTQ qui ont besoin des expériences. Et donc, il y a beaucoup d'immigration au Canada dans ces communautés et un bon pourcentage de ces gens viennent à cause des chemins financiers ou des gens déplacés et qui sont divers dans leur genre sexuel. Et c'est dommageable de rencontrer des micro-agressions qui se relatent aux races, mais c'est endommageable pour ceux qui ont divers genres. Et c'est ce que les gens expérimentent dans les différents services à tous les niveaux, dans les soins de santé, la justice, et d'assurer que qui sont le conduit de communication au travers des interprètes et qui ont cette compréhension, cette compétence et dans ce respect est vraiment la clé d'assurer la sécurité, la protection des gens qui ont accès à ces services. For me, not much. In my opinions, the truth is that d'après moi, j'ai remarqué que tout ça a été porté à notre attention. Nous essayons d'approcher les bonnes personnes, soit pour les subventions, pour la formation et pour d'autres choses. Ce qui est clair pour nous, c'est que des fois, nous négligeons d'établir le besoin d'éducation. Nous avons besoin de l'attention du gouvernement et de certaines organisations comme nos directeurs de façon à adresser. Ce n'est pas une chose que n'importe qui peut faire tout seul. Il faut travailler ensemble de façon à ce qu'à la longue, nous puissions achever nos objectifs. Donc, maintenant, Eliane et Nicole, je me demande si vous avez vu des questions dans les chats. Oui, il y a une question pour Marthe en particulier, si elle peut adresser comment est-ce que la langue peut affecter les questions de sexualité et de sexe. Donc, comment est-ce que la langue affecte cette vue homogénéiste de la sexualité qui a, d'une certaine façon, colonisé notre agenda. Oui, merci pour ta question. L'interface entre la langue et le genre, ça dépend de la langue dont vous parlez. Malheureusement, l'anglais a un genre, pas toutes les langues le font. C'est pas juste une question de la langue, c'est une façon comment nous infusons nos interactions avec les gens. Donc des fois, il y a des expressions de politesse qui ont aussi un effet. Donc, le sexe, c'est une chose que nous avons imposée partout autour de nous. Et indépendamment de la langue que nous parlons, nous assumons, puis nous forçons les gens à une division binaire.
Donc, ça génère une certaine colonisation. Et nous essayons maintenant de faire une expansion de cette notion et de sortir de cette idée européenne qui nous a été imposée durant la colonisation. Donc, la compréhension et de la richesse d'une langue et de la conversation autour du sexe, ça impacte les expériences des gens. Puis, c'est intéressant de le voir et de le reconnaître. C'est très important pour nous de faire cette connexion entre les cultures et les langues qui viennent avec et de la façon dont les autres nations ont été colonisées et c'est quoi leur compréhension de c'est quoi les sexes sont acceptables. Donc, je ne suis pas certaine si j'ai répondu à ta question, mais c'est une interprétation qu'on donne partout dans le monde et qui touche les gens, qui des fois les mettent dans des places qui ne sont pas confortables. Donc, est-ce que ça affecte comment est-ce qu'on les voit, comment est-ce qu'on les adresse? Nous avons beaucoup de travail à faire là-dedans, partout au monde. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions qui sont dans le chat? Nous avons un couple de questions de nature générale qui nous ont été envoyées auparavant. Je pense que nous avons répondu. Je les regarde encore une autre fois. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que nous n'avons pas posé comme question? Nous avons un couple de minutes qui nous reste pour ces déclarations de fermeture. Donc, est-ce que vous avez des points de fermeture que vous aimeriez soulever avant qu'on ferme? J'aimerais dire que même si nous avons des services interprètes, des services de traduction, des services d'intégration, nous avons plusieurs façons et plusieurs organisations et sources qui nous donnent des subventions pour supporter nos efforts. Nous avons besoin de cette lentille plus large pour donner nos supports à l'intégration des communautés. Donc, c'est aller rencontrer les gens, puis reconnaître le rôle que nous avons. Et je pense que c'est important d'être conscient des succès que nous avons vécus et des responsabilités que nous avons. Et ça fait partie de la solution. Peut-être que nous avons parlé auparavant. Ne pouvez pas continuellement continuer à donner des subventions aux services de traduction et d'interprétation aux nouveaux arrivants. Mais si nous pouvons engager d'autres membres qui ne se voient pas comme étant des supports aux nouveaux arrivants. Erica, Martha, est-ce que avez-vous de quoi rajouter? Je pense que quand nous avons fait nos appels à l'action, nous pensions à une façon des solutions plus centralisées et plus normalisées. Donc, pensons au droit linguistique, à des problèmes qui nous affectent tous, qui affectent tous nos services, qui affectent toutes les livraisons de services. Donc, si nous voulons un résultat qui est désiré, comment est-ce que nous nous assurons que toutes les interactions entre la planification et la livraison du service, que tout le monde comprend, que tout le monde est engagé? Est-ce que la langue peut être une barrière à n'importe quel moment? Et comment est-ce que nous allons l'adresser? Que ce soit un service communautaire
y a des questions que nous devrons nous poser tout le temps et que nous avons besoin de faire un effort coordonné à travers toutes les communautés. Donc, merci tout le monde. Et je redonne le plancher à Nicole et Ariane. Et merci beaucoup à toutes les membres du panneau. Merci beaucoup, Grace, Martha, Vinnie et Erika, de cette discussion. Et c'est une opportunité pour du changement, pour de la croissance. Donc, ces conversations sont enregistrées, vont être disponibles sur le canal YouTube dans quelques jours. Donc, utilisez le hashtag LAD22 et dites-nous qu'est-ce qui vous inspire et pour que nous puissions continuer nos discussions.